Dans la pénombre d'une salle d'archives du musée de Caen, un souffle de poussière flotte au-dessus de piles de dossiers oubliés. Nous sommes en Normandie, aujourd'hui. Mais l'air semble encore chargé de la guerre. Entre les mains d'Étienne Marchand, un historien amateur passionné par les secrets du mur de l'Atlantique, repose une série de plans d'ingénierie allemands, bunkers de béton, stations radar, batteries côtières. Des vestiges d'un empire défensif que le temps a englouti. Pourtant, au milieu de ces feuillets jaunis, une carte attire son regard, différente, presque vivante. Son papier est plus épais, ses tracés plus précis. En haut, un cachet encre rouge. Geheim Kommandosach, top secret. Étienne sent son cœur battre plus vite. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. La carte n'indique ni plage, ni fortification, ni base navale. Elle montre l'intérieur des terres, entre Bayeux et Saint-Lô. Là, serpentant sous les collines, une toile de lignes fines s'étend sur des dizaines de kilomètres. Étienne compte, stupéfait, 85 kilomètres de tunnels. Il fronce les sourcils. Une telle infrastructure, en plein cœur de la Normandie, aurait forcément laissé des traces. Il tourne la carte, cherche une légende, une annotation. Dans le coin inférieur droit, une inscription manuscrite, à l'encre bleue, presque effacée, retient son attention. Komplex Rabenhöhle vollständig funktionsfähig, Juli 1944. Étienne murmure la traduction. Complexe Rabenhöhle pleinement opérationnel, juillet 1944. Il s'interrompt, figé, juillet 1944. Le débarquement a déjà eu lieu. Les Alliés sont en Normandie. Pourquoi les Allemands auraient-ils continué à creuser? Une sueur froide lui glisse le long de la nuque. Peu. Être s'agit-il d'un projet abandonné, d'un plan irréalisé? Pourtant, tout, dans le trait sûr de l'ingénieur, respire la précision allemande. Rien n'indique un brouillon. Tout semble terminé. Étienne pose la carte sur la table, recule d'un pas, la contemple comme un tableau maudit. Le lendemain, incapable de penser à autre chose, il retourne aux archives, cette fois dans la section photographies aériennes. Il demande les clichés de reconnaissance de la Royal Air Force, datant de l'été 44. Les images défilent sur l'écran de la table lumineuse. Plages dévastées, routes bombardées, champs criblés de cratères. Et puis, au sud de Bayeux, il remarque quelque chose d'étrange. Des formes géométriques, presque effacées, dessinées par des ombres, des affaissements du sol, comme des cicatrices invisibles. En zoomant, il distingue des motifs répétitifs. Des tranchées comblées, des ouvertures circulaires, peut être des puits de ventilation. Son cœur s'emballe, tout concorde. Le plan n'était pas un mythe. Étienne sort du musée alors que le soleil se couche sur les champs normands. Les collines qu'il croyait connaître depuis l'enfance lui paraissent soudain étrangères. Sous ses pieds, quelque chose dort. Un monde oublié, bâti par des hommes dont il ne reste ni nom ni tombe. Sur la route de Caen, il se surprend à murmurer. Les jours suivants, il multiplie les recherches. Aucun document officiel ne mentionne un complexe Rabenhöhle. Les archives militaires françaises restent muettes. Même les rapports alliés sur les fortifications allemandes n'évoquent rien d'aussi vaste. Étienne parcourt des forums d'explorateurs urbains, des bases de données locales, des cartes cadastrales, partout, le même vide. Comme si les tunnels n'avaient jamais existé. Une nuit, incapable de dormir, il étale la carte sur son bureau et allume une lampe à pétrole. L'ombre des tracés se projette sur le mur comme un réseau de veines souterraines. Il imagine les ingénieurs allemands dessinant ces galeries à la hâte, les ouvriers forcés creusant jour et nuit, les camions déversant du ciment sous les arbres. Il entend presque le bruit des foreuses, le claquement des bottes, les ordres criés en allemand. Le plan semble murmurer son propre récit. Le lendemain, Étienne retourne sur le terrain. Il conduit jusqu'à un petit village près de Livry, indiqué sur la carte. Là, il gare sa voiture près d'un chemin de terre. Autour de lui, rien que des haies, des pommiers, des vaches, le silence est absolu,
Il sort son GPS, superpose les coordonnées de la carte avec la topographie actuelle. À 50 mètres, un bosquet. Il s'y enfonce. Soudain, sous les ronces, une forme anormale, un arc de béton, à demi englouti, noirci par le temps. Il s'agenouille, passe la main sur la surface froide. C'est une ouverture murée, un ancien tunnel. Son souffle se coupe. Il recule d'un pas, lève les yeux. Tout autour, le sol forme une légère dépression. En observant mieux, il distingue d'autres marques, des conduits d'aération bouchés, des rails rouillés dépassant à peine de la terre. C'est réel. Le complexe existe. Étienne sort son appareil photo, capture chaque détail, chaque ombre. Le monde qu'il imaginait depuis des semaines se révèle enfin. En rentrant à Caen, il visionne ces images en silence. Le béton, la mousse, les fissures, tout semble témoigner d'une activité humaine intense, puis d'un abandon brutal. Il se demande combien d'hommes ont travaillé ici, combien y ont laissé leur vie. Peu être des prisonniers français, des résistants forcés au labeur. Peu être même des ingénieurs allemands restés ensevelis dans leur propre ouvrage. Il pense aux lignes de la carte, 5 kilomètres. C'est une ville entière, un monde parallèle, enfoui sous la Normandie. Dans les jours qui suivent, il tente de convaincre un historien local, un certain professeur Lemoine, de venir constater la découverte. L'homme, sceptique d'abord, finit par accepter. Ensemble, ils retournent sur le site. Le professeur examine les lieux, touche le béton, mesure la largeur de l'entrée. « Ce n'est pas un simple abri, murmure-t-il. C'est une structure logistique. » Étienne acquiesce en silence. Une phrase du rapport allemand lui revient en mémoire. Vollständig funktionsfähig. Complètement opérationnel. Mais opérationnel pourquoi? De retour au musée, il interroge les registres de l'organisation TOT, le service allemand chargé des grands travaux militaires. Aucune mention d'un complexe Rabenhöhl, pourtant certains indices apparaissent dans les rapports de mai et juin 1944. Des installations souterraines destinées au stockage de carburant et de munitions. Rien de plus. Étienne sent qu'il approche d'une vérité, mais une vérité que l'histoire officielle a voulu enfouir. Les semaines passent. Étienne commence à perdre le sommeil. Chaque nuit, il rêve de galeries interminables, de voix qui résonnent dans l'obscurité. Il s'imagine descendant seul dans le tunnel, sa lampe tremblante éclairant des rails couverts de rouille, des casques abandonnés, des inscriptions en allemand sur les murs. Parfois, il croit entendre un souffle derrière lui. Il se réveille en sursaut, le cœur battant. Un soir, il envoie un message à son ami photographe. « Je veux y retourner, je veux filmer. » 2 jours plus tard, il se retrouve sur le site, équipé de lampes frontales et d'une caméra. En brisant partiellement le mur de briques, il dégage une ouverture suffisante pour passer. L'air qui s'en échappe est glacé, saturé d'humidité. Ils avancent lentement, éclairant les parois. Béton. Des inscriptions apparaissent. Rabenhöhl 3, puis un symbole d'aigle. Plus loin, un chariot renversé, des outils rouillés, des câbles suspendus. Le silence est total. Soudain, au détour d'un couloir, Étienne aperçoit une inscription gravée à même la pierre. « Vive la France! G. D. » Les lettres tremblent, maladroites mais lisibles. Il s'arrête, bouleversé. Ce n'était donc pas seulement un projet allemand, c'était aussi un tombeau français, un lieu de souffrance et de résistance mêlée. Il pose la main sur la gravure et ferme les yeux. Dans cette obscurité glaciale, il entend le murmure du passé. Quand il ressort à la surface, le jour décline. Étienne se retourne une dernière fois vers l'entrée. Le vent s'engouffre doucement dans l'ouverture, comme un soupir. Il comprend alors que cette carte, découverte par hasard dans une salle d'archives, n'était pas un simple document oublié. C'était une porte ouverte sur un secret que la Terre avait choisi de garder. Et, en silence, Étienne se promet de raconter son histoire, pour que personne n'oublie jamais ce que la Normandie cache sous ses pas. Sous les collines ondulantes du sud de Bayeux, en ce début de juin 1944, l'air vibrait d'un grondement lointain que personne n'osait nommer. Les oiseaux s'étaient tus, les champs semblaient retenir leur souffle. Là, sous la terre normande,
Des dizaines d'hommes avançaient tête baissée, les mains liées, poussés par des soldats allemands armés de fusils. Ils étaient français, réfractaires au service du travail obligatoire, paysans, ouvriers, cheminots. On les conduisait vers l'entrée d'un tunnel fraîchement creusé, marqué d'un mot inquiétant « Rabenhöhle 3, la caverne du corbeau ». Une odeur de terre humide et de métal chaud s'échappait de la bouche béante, avalant les silhouettes une à une. Les Allemands avaient scellé presque toutes les autres sorties, enfermant ces hommes dans un monde de pierre, de sueur et de peur. À l'intérieur, la chaleur et la poussière rendaient chaque respiration difficile. Des foreuses hurlaient dans l'obscurité, frappant la roche avec une cadence inhumaine. Les lampes électriques, suspendues à des câbles branlants, projetaient des halos jaunes sur les parois encore fraîches du béton. Les échos des ordres en allemand rebondissaient contre les voûtes. Au centre de ce vacarme, un homme observait sans émotion. Oberingenieur Krüger, un ingénieur venu de Hambourg. Grand, le regard d'acier, toujours impeccablement coiffé, il incarnait la froideur mécanique du Reich. Ce n'était pas un soldat, mais un bâtisseur de forteresses, un technicien de la domination. Pour lui, la guerre n'était qu'un chantier, et les hommes, de simples outils. Krüger avait reçu des ordres directs de l'organisation Todt, la puissante administration responsable des travaux militaires du Troisième Reich. Sa mission, édifier Untergrundnachschubnetz, un réseau logistique souterrain capable de relier les dépôts de munitions, les réservoirs de carburant, les salles de communication radio et, selon certaines rumeurs, une voie secrète pour transporter véhicules et troupes jusqu'à la côte sans jamais être vus par les bombardiers alliés. 85 kilomètres de galeries, creusées à la hâte, dans la craie normande. En théorie, un chef-d'œuvre d'ingénierie. En pratique, un tombeau à ciel clos. Parmi les ouvriers forcés se trouvait Jean Duret, âgé de 26 ans. Avant la guerre, il avait été technicien ferroviaire à Lisieux. Il croyait à la paix, à la France éternelle, à la force tranquille du travail. Mais depuis 2 ans, il vivait sous le joug de l'occupation. Arrêté lors d'une rafle pour avoir refusé de réparer un train allemand, il avait été envoyé ici, dans les entrailles de la Normandie. Chaque matin, il descendait avec les autres dans les tunnels, la pioche sur l'épaule, les doigts meurtris, le marteau qu'il tenait résonnait contre la roche comme un glas funèbre. À chaque coup, il sentait la terre vibrer, comme si elle retenait son souffle avec eux. Jean ne parlait pas beaucoup, mais il observait tout. Il savait lire les structures, les pentes, les conduites d'aération. Il voyait l'efficacité allemande, mais aussi ses failles. Les murs suintaient déjà d'humidité, certains soutènements craquaient sous la pression. Un jour, il comprit que ce réseau immense n'était pas seulement un outil militaire, mais une prison vivante. Les Allemands croyaient contrôler le sol de Normandie, mais la terre, elle, semblait prête à se refermer sur eux. Dans le camp, un vieil homme inspirait le respect silencieux des travailleurs. Marcel Guillon, ancien mineur du Nord, visage buriné par la poussière et la fatigue, avait survécu à 3 effondrements dans sa carrière. Il connaissait les roches comme d'autres connaissent la mer. Les Allemands l'utilisaient pour superviser les équipes françaises, croyant en sa loyauté. Mais Marcel nourrissait en secret une haine calme et tenace. Une nuit, alors que la majorité dormait, il confia à Jean un secret. Dans un baril d'huile vide, près du dépôt électrique, il avait caché une bobine radio, une pièce fragile, mais suffisante pour capter, par miracle, les ondes anglaises. Chaque soir, quand les gardes relâchaient un peu leur vigilance, Jean et Marcel s'approchaient du baril, le cœur battant. À travers le grésillement des parasites, des voix lointaines apparaissaient, brouillées, presque fantomatiques. Parfois, un fragment d'anglais, une note de musique, une prière, mais le 5 juin, alors que l'air était plus lourd que jamais, ils entendirent des mots clairs, en français. Les longs sanglots des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Jean leva lentement les yeux vers Marcel. Le vieil homme ne dit rien, mais son regard brillait. C'était le signal. Le message tant attendu du BBC. Le code secret de la résistance. L'invasion était imminente. Le lendemain, tout changea. Les Allemands nerveux couraient d'un bout à l'autre du chantier. Krüger hurlait des ordres contradictoires. Renforcer les structures, sécuriser les dépôts,
préparer les routes de ravitaillement. On sentait la peur sous sa rigueur d'acier. Au-dessus du sol, les routes de Normandie étaient saturées de camions, de blindés, de troupes. Les nazis croyaient que les Alliés viendraient encore par le pas de Calais, mais sous leurs bottes, d'autres hommes, enchaînés et silencieux, se préparaient à une toute autre bataille. Dans les tunnels, l'atmosphère se transforma, les ouvriers s'échangeaient des regards complices. Jean sentait l'électricité dans l'air, une tension nouvelle. La peur faisait place à une détermination muette. Il pensa à sa mère, restée à Lisieux, à sa petite sœur qui croyait encore qu'il travaillait pour l'État. Il pensa à la France, cette France que l'ennemi prétendait dompter, et il sentit la colère lui brûler la poitrine. Pendant que Krüger dessinait sur ses plans des circuits parfaits, Jean et Marcel dessinaient d'autres lignes, invisibles celles-là, celles de la résistance. Ils repéraient les failles, notaient les zones fragiles, les joints de dilatation mal coulés, les câbles d'alimentation. Chaque détail comptait, chaque geste discret devenait une arme. Leurs compagnons, d'abord craintifs, commencèrent à comprendre. Dans le vacarme des marteaux, ils murmuraient « bientôt ». Les jours passèrent. Le tonnerre des bombardements se rapprochait. Le 7 juin, les échos d'explosions secouèrent le sol. Même les Allemands savaient que quelque chose d'immense venait de se produire. Les rumeurs parlaient d'un débarquement. Quelques partent à l'ouest. Krüger fit doubler les équipes. Il voulait que le réseau reste opérationnel, coûte que coûte. Mais plus les ordres pleuvaient, plus la peur s'inversait de camp. Dans une galerie latérale, Jean entendit un soldat allemand murmurer « Die Engländer sind da, les Anglais sont là ». Ce fut comme une étincelle. Cette phrase résonna en lui comme une promesse. Ce soir-là, alors que les lampes vacillaient, Jean posa la main sur la paroi froide et se jura de ne pas laisser les Allemands garder ce refuge. Si la Normandie devait renaître, elle le ferait par le feu ou par l'effondrement, mais jamais sous la botte de Krüger. Au-dessus, les routes s'étaient prêtes à exploser sous le poids des tanks. En dessous, dans les ténèbres, un autre front s'ouvrait invisible, silencieux, mais tout aussi décisif. Les Allemands pensaient contrôler chaque chemin, chaque pont, chaque passage. Ils ignoraient que sous leurs pieds, une autre guerre venait de commencer. Une guerre sans uniforme, sans drapeau, mais avec le courage brut d'hommes prêts à mourir dans l'ombre pour que la lumière revienne. Et dans ce silence souterrain, entre le bruit des marteaux et les battements de leur cœur, Jean et Marcel savaient que l'histoire venait de basculer. Sous la terre normande, la guerre prenait une autre forme. Le réseau de tunnels, long de plus de 85 kilomètres, s'étendait comme un monstre endormi sous les collines. Les couloirs se croisaient en un dédale sans fin. Salles de stockage, puits d'aération, voies ferrées étroites sur lesquelles roulaient des chariots chargés de caisses d'obus. L'air y était lourd, saturé d'huile et de poussière. Les lampes électriques vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les parois humides. Parfois, les compresseurs tombaient en panne pendant des heures, et les ouvriers, haletants, travaillaient à la lueur des bougies, prisonniers d'un monde sans ciel. Jean Duret, désormais vieilli de plusieurs semaines d'enfer, connaissait chaque détour du réseau. Il avait mémorisé les galeries, les croisements, les cavités instables où le béton se fissurait déjà. Ce n'était plus un simple technicien, c'était un cartographe de l'ombre. En observant les failles, il avait compris quelque chose que les Allemands ignoraient. Leur propre fierté allait causer leur perte. Le génie allemand, si précis, si arrogant, avait construit des tunnels si vastes, si ambitieux, qu'ils en étaient devenus vulnérables. Alors, chaque jour, pendant que Krüger surveillait ses plans d'ingénieur, Jean agissait en silence. Avec un morceau de craie volé, il marquait les zones fragiles, un point ici, une ligne là. Parfois, il utilisait du charbon, griffonnant des symboles que seuls ses compagnons pouvaient comprendre. Ces marques n'étaient pas innocentes. Elles formaient une carte secrète, un tracé de la faille principale, une ligne invisible capable, si elle cédait, de faire s'effondrer toute une section du tunnel. Et au centre de cette ligne se trouvait la route souterraine principale, celle qui reliait les dépôts à la côte. Si elle tombait, le ravitaillement allemand s'effondrerait avec elle. Chaque nuit, dans un renfoncement humide à l'abri des gardes, Jean retrouvait son petit groupe. Marcel Guillon, le vieux mineur, Claire Lefebvre,
Une jeune infirmière de 28 ans devenue messagère pour la résistance, Henri Rowe, charpentier contraint de poser les poutres de soutien, et enfin, le moine, un homme venu de Bretagne, silencieux, au visage mangé par l'ombre, qui gardait toujours un chapelet serré dans sa paume. Leur projet était insensé. Ils le savaient tous. Mais l'espoir ne naît pas dans la prudence. Le plan, soufflé à voix basse par Marcel, tenait en quelques mots. Si les Alliés débarquent, on fait sauter le réseau avant que les Boches ne puissent s'en servir. Aucun d'eux n'avait d'explosifs en main, mais le camp en regorgeait. Caisses de dynamite, barils de carburant, détonateurs électriques pour les charges de creusement. Il ne manquait que la coordination et le moment. Les jours passèrent dans une tension étouffante. Kruger, nerveux, multipliait les inspections. Ses yeux bleus perçaient la moindre hésitation, mais sous la surface, une autre force grandissait, une fraternité invisible. Claire, sous prétexte de soigner les blessés, mémorisait les positions des postes de garde. Henri, en posant les poutres, cachait des mèches dans les interstices du bois. Le moine priait à voix basse, mais dans ses mains, les perles du rosaire comptaient les secondes d'un compte à rebours que lui seul semblait entendre. Puis vint le 6 juin de l'an 1944, le jour où la terre trembla. Même dans les profondeurs, le bruit atteignit les hommes. Un grondement sourd, régulier, semblable à la respiration d'un géant. Le sol vibra, la poussière tomba des plafonds. Puis, au loin, un autre son, plus aigu l'écho des canons, l'artillerie qui tonnait sur les plages. Jean leva la tête, figé, ses compagnons cessèrent de bouger. Seul le souffle des foreuses continuait. Puis, des cris résonnèrent dans les galeries. Des ordres, des coups de botte, la panique. Les soldats allemands couraient d'un couloir à l'autre. Le mot se propageait comme une traînée de poudre. Die Alliierten sind da. Les Alliés sont là. Kruger surgit dans la galerie principale, le visage couvert de sueur. Al Sichern, hurla-t-il. Les tunnels doivent rester ouverts. Nous tenons les routes, nous tenons la Normandie. Son accent claquait dans l'air comme une gifle. Jean, dissimulé derrière une pile de caisses, sentit un rire nerveux lui monter à la gorge. Quelle ironie parfaite! L'Allemagne croyait tenir les routes, mais elle ne voyait pas qu'elle marchait sur sa propre tombe. Le signal fut donné le soir même. 3 coups rapides sur une conduite métallique, le code convenu. Marcel, Henri et le moine se dispersèrent. Claire resta auprès de Jean. Ensemble, ils descendirent dans une galerie secondaire où étaient entreposées des caisses de dynamite. Ils en sortirent 3, les plus récentes, et les installèrent le long de la paroi marquée d'une croix de craie. Henri, de son côté, plaça des mèches dans les renforts en bois. Tout devait exploser simultanément, la galerie ouest, la salle des compresseurs et le tunnel principal. Ce n'était pas seulement un sabotage, c'était une amputation du cœur même du réseau allemand. Pendant que les préparatifs avançaient, Jean pensa à ce qui les attendait. S'ils réussissaient, ils seraient enterrés vivants. S'ils échouaient, ils seraient fusillés. Il ferma les yeux, respira profondément. La terre sentait la poudre, le fer et la peur. Lorsque tout fut prêt, Marcel posa sa main sur l'épaule de Jean. « Mon garçon, si on s'en sort, je veux revoir la mer. » Jean hocha la tête. « On la reverra. Ou on la rejoindra. » À 22 heures passées, le premier écho d'explosion remonta des galeries extérieures. Les Allemands criaient. L'air vibra, les lampes tremblèrent. Puis, une seconde détonation fit voler la poussière. Le sol se souleva comme une vague. Jean enclencha le détonateur principal. Une lumière blanche jaillit. Le bruit fut absolu. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les murs se déchirèrent. Des blocs de béton chutèrent comme des météores. Des câbles claquèrent, projetant des étincelles dans l'obscurité. L'air se comprima, puis se libéra dans un souffle immense. Les cris des soldats furent engloutis par le présent. Fracasse. Quand Jean rouvrit les yeux, il ne vit que le noir, puis des ombres mouvantes. Claire respirait encore, blessée à l'épaule. Marcel, plus loin, immobile,
Henri appelait faiblement, enseveli sous des débris. Le moine n'était plus là peu, être parti prier plus haut ou plus bas, dans l'éternité. Au-dessus d'eux, le vacarme du monde reprenait. Les Alliés avançaient, les chars traversaient les routes, les avions striaient le ciel. Les routes que les Allemands croyaient contrôler n'étaient plus que des lignes de fuite. Leurs précieux tunnels, leur œuvre d'ingénierie parfaite, s'étaient effondrés sous leurs pieds. Jean, à genoux, leva la tête vers la poussière lumineuse qui filtrait par une fissure. Il murmura « C'est fini, Krüger. La terre reprend ce qui lui appartient. » Quelques heures plus tard, les troupes britanniques atteignirent la zone de Saint-Lô. Ils trouvèrent un terrain fracturé, des entrées de tunnels réduites en cratères et, parmi les décombres, quelques survivants hagards. Personne ne sut vraiment ce qui s'était passé là-dessous. Les Allemands parlèrent d'un accident, les Alliés d'un sabotage héroïque. Mais dans les archives, bien des années plus tard, lorsqu'on retrouva les plans de Rabenhöhl III, un détail attira l'attention. Une série de marques à la craie blanche, dessinant une ligne courbe, comme une cicatrice sur le béton. C'était la signature silencieuse de Jean Duret et de ses compagnons les saboteurs du dessous. Ceux qui, dans l'ombre des tunnels, avaient prouvé que même enfouis dans la nuit, les hommes libres pouvaient encore frapper pour la lumière. La nuit du 8 juin de l'an 1944 fut la dernière où la lumière humaine éclaira entièrement les entrailles du réseau souterrain de Rabenhöhl. Au-dessus, la Normandie suffoquait sous une pluie incessante qui avait transformé les vallées en rivières boueuses. L'eau s'infiltrait partout, serpentant le long des racines et goûtant sur les parois du béton allemand. Chaque goutte tombait comme une horloge funèbre. En bas, dans le ventre du monde, les hommes retenaient leur souffle. Le sol tremblait parfois, secoué par les explosions lointaines des bombardements alliés. L'air sentait la rouille, la poudre et la peur. Jean Duret, le visage couvert de suie, observait ses compagnons dans la lueur fragile d'une lampe à pétrole. Autour de lui, 4 visages fatigués, creusés par la faim et la tension. Marcel Guillon, le mineur aux mains calleuses, tenait entre ses doigts un petit détonateur de fortune, rafistolé avec des fils électriques et une boîte de commande volée. Henri Rowe, le charpentier, inspectait les poutres qu'il avait lui-même posées, cherchant les failles qui rendraient leur explosion plus efficace. Claire Lefebvre, la jeune infirmière, ajustait les mèches de dynamite dans une caisse métallique, ses gestes précis malgré la peur. Et, à l'écart, le moine, silhouette muette, murmurait une prière en breton tout en serrant son chapelet noirci par la poussière. Il savait que c'était cette nuit-là, ou jamais. Les bruits au-dessus annonçaient l'approche des colonnes allemandes, des renforts destinés à repousser les Alliés débarqués sur les plages. Si la route de Saint-Lô restait ouverte, le Reich aurait une chance de contre-attaquer. Mais si cette artère vitale se rompait, même quelques heures suffiraient à changer le cours de la bataille. Leur mission était simple et désespérée. Faire s'effondrer le tunnel principal, celui qui soutenait le tronçon routier essentiel au ravitaillement allemand. Leur arsenal improvisé tenait du miracle. 3 caisses de dynamite récupérées dans un dépôt, quelques bouteilles d'huile moteur, un peu de poudre volée sur des camions de munitions. Henri avait assemblé le tout avec de la ficelle, des clous et la foi du désespoir. Il savait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Ils avaient de quoi détruire une seule section du réseau. Mais cette section, placée sous la route principale, était le cœur battant du dispositif logistique de Krug. L'eau ruisselait du plafond, formant des flaques sur le sol. Les lampes vacillaient. Jean s'agenouilla, prit une poignée de terre et la frotta entre ses doigts. Elle tremblait, saturée de vibrations. Le tonnerre du front montait jusqu'à eux. Il pensa à la France, à sa mère, à sa sœur qu'il n'avait pas revue depuis 3 ans. Il pensa à tout ce que ce moment représentait la fin d'une servitude, la revanche des oubliés. Lorsque la garde allemande changea de poste, un silence presque religieux tomba sur la galerie. Marcel fit un signe. Le moment était venu. Henri se glissa vers le boîtier électrique principal, un vieux panneau couvert d'inscriptions allemandes. Il plaça la mèche dans le conduit et la lia au fil de détonation. Claire vérifia le dispositif, puis fixa la lampe sur le mur pour leur donner un peu de lumière. Marcel, calme comme un prêtre devant son autel, déroula le câble du détonateur et l'entoura autour d'un boîtier de commande
qu'il avait bricolé avec les restes d'un tableau de signalisation. Jean resta près de la dynamite. Son cœur battait au rythme des gouttes d'eau. Il se souvenait des mots de Marcel, quelques heures plus tôt. Si on réussit, plus personne ne marchera sur cette route sans marcher sur notre tombe. Soudain, un bruit de bottes résonna dans la galerie nord. Des voix, des ordres secs, une lumière blanche fendit l'obscurité. Des lampes torches. Claire se figea. « Jean, ils arrivent. » Ils se regardèrent sans parler. La fuite n'était plus une option. Les silhouettes allemandes apparurent dans la galerie, leur éclat métallique tranchant dans le noir. En tête, le visage sévère de l'Oberingenieur Krüger. Sa voix tonna, écho d'acier sur la pierre. « There is Dauntin, qui est là ?» Jean sentit son sang se glacer. Krüger savait. Peut-être avait-il remarqué les fils manquants ou les marques à la craie. Peut-être les avait-il suivis depuis des jours. Quoi qu'il en soit, il était là et il approchait. « On ne peut plus fuir », murmura Claire. Marcel hocha la tête, ses yeux brillants d'une résolution calme. « Alors on les enferme ici, pour toujours. » Krüger avança, son pistolet à la main. La lumière de sa lampe tomba sur Jean, Claire et Marcel, trois ombres collées au mur. Il reconnut leur visage, comprit tout. Ses lèvres s'étirèrent en un rictus furieux. Il leva son arme, mais avant qu'il ne puisse tirer, Marcel esquissa un sourire fatigué. « Pour la France », dit-il simplement. Son doigt pressa le bouton. L'explosion ne fut pas un son, mais un souffle, une onde vivante. Le sol se déchira, les murs rugirent, la terre entière sembla crier. Les poutres d'acier se tordirent comme des serpents, les rails se soulevèrent, les roches tombèrent en pluie. Un instant, la lumière remplit tout un éclat aveuglant, rouge et or, avant que le noir total ne reprenne ses droits. La galerie principale s'effondra sur elle-même. Le vacarme devint silence. Puis, lentement, la poussière recouvrit les corps, les outils, les rêves. Au-dessus, la terre vibra. La route de Saint-Lô, jadis si solide, se fissura. En quelques secondes, un pan entier du terrain s'enfonça de 80 mètres. Des camions furent avalés, des soldats projetés dans le vide. Des flammes jaillirent à la surface, mêlées à la boue et à la pluie. Ce fut comme si la Normandie elle-même reprenait son souffle après 4 années d'oppression. Les troupes allemandes, paniquées, affluèrent de toutes parts. On criait, on courait, on creusait à main nue pour retrouver les disparus. Sous leurs pieds, le réseau de Rabenhöhl n'était plus qu'un amas de gravats fumants. Des centaines d'hommes étaient pris au piège. Krüger, l'architecte de cette forteresse souterraine, fut parmi eux. Ironie du destin. L'homme qui voulait bâtir un empire sous la terre y trouva sa tombe. Pendant des heures, la pluie continua de tomber, lavant la surface du désastre. Au loin, les canons alliés grondaient encore, mais la route vers Saint-Lô était morte. Les convois qui devaient atteindre la côte furent bloqués. Les chars allemands restèrent immobilisés, incapables d'avancer. Pendant 12 heures cruciales, aucun renfort ne parvint aux divisions stationnées face aux plages de Normandie. 12 heures pendant lesquelles les Alliés consolidèrent leur tête de pont. 12 heures qui changèrent la guerre. Dans les profondeurs, quelques survivants bougeaient encore. Jean Duret, à demi enseveli, reprit conscience. Son oreille bourdonnait, son corps lui semblait fait de pierre. Autour de lui, des pierres fumantes, des poutres brisées, des morceaux de métal, il appela Claire d'une voix rauque. Aucun son. Puis un gémissement, faible, étouffé. Il creusa à main nue, arrachant les gravats, jusqu'à voir une mèche de cheveux blonds. Claire respirait, blessée mais vivante. Il la tira à lui, haletant, tremblant. Marcel, lui, gisait plus loin. Le détonateur encore serré dans sa main noire de poussière. Ses yeux ouverts fixaient le plafond écroulé. Jean s'agenouilla. « Merci, vieux frère », murmura-t-il. Henri était introuvable. Le moine aussi, peut être enseveli plus bas, peut être libéré dans la lumière. Jean ne saurait jamais. Ils restèrent là, dans la pénombre, attendant une aide qui ne viendrait pas. Mais dehors, la guerre avançait. Au petit matin du 9 juin, les premières unités britanniques approchaient de Bayeux. Elles progressaient lentement, prudentes, ignorant qu'à quelques mètres sous leurs bottes reposaient les corps de ceux qui avaient ouvert la voie.
Le rapport militaire allié, rédigé quelques jours plus tard, mentionna une étrange coïncidence. L'ennemi a perdu la route de Saint-Lô dans la nuit du 8 au 9 juin. Cause inconnue, probablement bombardement ou affaissement naturel. Personne ne parla jamais des tunnels. Aucun nom français n'apparut dans les archives. Les années passèrent. Les forêts reprirent leurs droits. Les entrées de la Rabenhöhle furent scellées par les autorités, considérées comme dangereuses. Mais les anciens du village, eux, savaient. Parfois, un vieil homme levait son verre et murmurait « Aux 5 qui ont enterré un empire ». Des décennies plus tard, en 1983, des archéologues découvraient, par hasard, une ouverture effondrée près de Saint-Lô. En descendant, ils trouvèrent des restes de poutres tordues, un casque allemand et, coincé dans une poche de vide, un objet minuscule, un chapelet noirci. À côté, un morceau de métal gravé, rouillé mais lisible, une plaque de commande portant une inscription en français « Pour la France ». Ce fut le seul témoignage tangible de ce qui s'était passé cette nuit-là. Les journaux locaux parlèrent brièvement d'une découverte étrange liée à la guerre. Les historiens du musée de Caen ajoutèrent plus tard une petite vitrine. Effondrement de Rabenhöhle, 8 juin 1944, origine inconnue. Mais dans les mémoires, dans la terre elle-même, l'histoire restait vivante. Chaque fois que la pluie tombait sur les collines de Normandie, les anciens disaient que la terre se souvenait de ceux qui l'avaient libérée de l'intérieur. Et dans une salle d'archives, bien des années plus tard, un jeune historien nommé Étienne Marchand, celui-là même qui, au présent, avait découvert la carte oubliée de 1943, observait les plans jaunis du complexe. Il traçait, du doigt les galeries, les marques, les annotations allemandes. Puis, sur la dernière page, il vit un symbole discret, tracé à la craie, une petite croix blanche, accompagnée de 2 lettres à peine visibles G. Étienne comprit alors. Il referma le dossier avec un respect religieux. Dans le silence du musée, il murmura « Ils pensaient contrôler les routes. Ils n'ont jamais su ce qu'il y avait dessous. » Et ainsi, les saboteurs souterrains de Rabenhöhle retrouvèrent leur place dans l'histoire non pas par des statues ou des médailles, mais par l'écho d'un effondrement qui, en une seule nuit, fit vaciller un empire et redonna à la France le souffle de la liberté. Après la libération, lorsque les fumées de la bataille s'étaient enfin dissipées, les ingénieurs alliés descendirent une dernière fois dans les entrailles de la colline. Ils évaluèrent les dégâts, prirent des notes rapides, puis scellèrent les entrées à coups de béton et de silence. Les tunnels furent déclarés instables, dangereux, inutiles. Dans les archives militaires, le complexe Rabenhöhle reçut une simple mention. Dépôt allemand, non cartographié effondré. Le reste fut enterré sous la poussière de l'histoire. Mais en Normandie, les habitants n'oublièrent pas. Les anciens racontaient encore, les soirs d'orage, qu'on pouvait entendre des voix venir de sous la terre. Certains affirmaient que, quand la pluie tombait assez forte, on percevait des coups sourds, comme si quelqu'un frappait du fond du sol. D'autres juraient qu'il existait des endroits où la terre refusait obstinément de donner du blé des bandes de terrain stériles alignées sur une ligne invisible. Ces rumeurs se transmettaient en chuchotement, comme une prière qu'on n'ose pas dire à voix haute. Jean Duret, le jeune technicien du rail, ne figurait sur aucune liste de résistants. Pas de médaille, pas de tombe, pas même un mot dans les registres de la préfecture. Claire Lefebvre, la messagère au regard brûlant, disparut sans trace. On retrouva son nom sur un carnet saisi par les Allemands, puis plus rien. Quant à Marcel Guillon, le vieux mineur, sa famille reçut en 1946 une lettre du ministère de la Défense. Fils, une mémoire. Pendant des décennies, personne ne reparla de Rabenhöhle. Les routes furent reconstruites, les champs labourés, et la guerre s'effaça sous les générations. La guerre froide arriva, puis s'en alla, apportant son lot d'autres peurs. Les collines se couvrirent de forêts, les villages retrouvèrent leur paix. Mais sous leurs pieds, les galeries dormaient encore, intactes dans l'ombre, comme un souvenir refusant de mourir. C'est là qu'entre en scène Étienne Marchand. Né bien après la guerre, il avait grandi avec les histoires de son grand-père, ancien de la Résistance. Enfant, il rêvait de découvrir un jour un secret caché sous la terre, devenu historien amateur. Il passait ses week-ends dans les archives du musée de Caen,
classant des documents jaunis, respirant la poussière du passé. Et un matin d'automne, il tomba sur une carte. Elle portait un sceau allemand, daté de 1943, et des lignes enchevêtrées s'étendaient sur près de 85 kilomètres sous la campagne. Au coin inférieur, une inscription manuscrite. Complex Rabenhöhle, vollständig funktionsfähig, Juillet 1944. Étienne sentit son cœur battre plus vite. Comment un complexe pleinement opérationnel pouvait-il exister après le débarquement? Pourquoi aucun document allié n'en parlait? Obsédé, il décida de vérifier par lui-même. Durant des semaines, il rassembla du matériel, une lampe, une caméra, un drone et 2 amis de la Société historique de Bayeux-Louise Perrin, archéologue, et Adrien Morel, photographe. Ensemble, ils suivirent les coordonnées inscrites sur la carte. Elles les menèrent à une colline boisée, près de Livry. Là, sous un amas de racines, ils distinguèrent une forme géométrique improbable, un arc de béton, mangé par la mousse et le temps. « Regardez ça » murmura Étienne. « C'est une entrée. » Ils déblayèrent les pierres à la main, l'air vibrante d'excitation. Après 1 heure de travail, une ouverture béante apparut. Sur la margelle, on pouvait encore lire des lettres gravées à la hâte, Rabenhöhle sept. Le cœur d'Étienne battait si fort qu'il en avait la gorge sèche. Il alluma sa lampe, fit un pas dans l'obscurité et sentit le souffle glacé du passé lui caresser le visage. Le faisceau révéla un tunnel presque intact. Des rails rouillés couraient encore au sol, des crochets pendaient au plafond et sur les murs, des inscriptions en allemand s'étiraient comme des cicatrices. Plus loin, un chariot de transport gisait renversé, ses roues figées dans la rouille. Étienne sortit sa caméra. « Ce n'est pas un simple bunker, » dit-il à voix basse. « C'est une ville souterraine. » Ils avancèrent prudemment, marquant le chemin à la craie pour ne pas se perdre. L'air se faisait plus froid à mesure qu'ils descendaient. Les pas résonnaient dans une symphonie de gouttes d'eau et de métal. Au détour d'un couloir, Louise aperçut une pancarte à moitié effacée. Nachschublager Ost, un dépôt de ravitaillement. Tout correspondait à la carte. Après 100 de mètres, le tunnel s'élargit soudain en une vaste chambre. Les murs étaient noircis, fissurés. Des blocs de béton gisaient au sol. Adrien leva sa lampe et son souffle se coupa. Sur une paroi restée debout, on distinguait des traces de feu, comme si une explosion avait tout balayé. Étienne s'approcha, lentement. Sur la pierre, gravée à la main, se trouvait une inscription, simple, presque timide. « Vive la France, G.D. » Le silence tomba, lourd comme une prière. Étienne posa sa main sur le mur, sentant la rugosité du ciment sous ses doigts. « Jean Duret, » murmura-t-il. Il était réel. Louise leva les yeux, émue. « Tu crois que c'est ici qu'ils ont fait sauter le tunnel ?» Étienne hocha la tête. « Oui. » Tout indique que cette section s'est effondrée la nuit du 8 juin 1944. Exactement comme dans les récits non confirmés. Ils ont bloqué la route de Saint-Lô, ils ont changé l'histoire sans que personne ne sache leur nom. Il resta là un moment, incapable de bouger. Puis, d'une voix tremblante, il ajouta « Et maintenant, ils ne sont plus oubliés. » Adrien filma chaque détail, chaque fissure, chaque trace de vie, ou de mort. En remontant, la lumière du jour leur sembla étrangère, presque violente. Étienne se retourna une dernière fois vers la colline. Sous leurs pieds reposaient les fantômes d'une résistance silencieuse, des hommes et des femmes qui avaient choisi de mourir sans témoin, pour que d'autres puissent respirer libres. Quelques semaines plus tard, Étienne monta son documentaire. Il l'intitula « Les tunnels de Rabenhöhle, l'histoire sous la terre ». Les images tremblaient de sa lampe, les couloirs déserts, le mur gravé, « Vive la France », tout cela bouleversa ceux qui les virent. Le film fit le tour des associations historiques locales, puis fut projeté au musée de Caen. Des familles vinrent, cherchant des noms dans les registres. On retrouva une photo d'un certain Jean Duret, technicien de 26 ans, disparu en juin 1944. Le ministère reconnut officiellement l'existence du site. Les archéologues entreprirent des fouilles prudentes, découvrant des fragments de lampes, des outils et un médaillon en argent portant les initiales CL peut être clair. Lefebvre.
Les restes humains furent rares, mais l'émotion, elle, immense. Dans un discours sobre, Étienne déclara « Nous pensions fouiller des ruines allemandes. Nous avons retrouvé des héros français. » Ce soir-là, sous la pluie normande, les cloches du village de Livry sonnèrent plus longtemps que d'habitude. Les habitants déposèrent des fleurs au pied de la colline. Une plaque fut installée. Ici, dans le silence de la terre, des hommes et des femmes ont résisté. Leur courage a sauvé des vies. Leur mémoire repose sous ces collines. Les années passèrent. Étienne continua ses recherches, mais rien ne l'émut autant que cette première descente. Parfois, il revenait seul, s'asseyait face à l'entrée murée et écoutait. Le vent sifflait à travers les pierres, produisant un son presque humain. Il aimait penser que c'était eux Jean, Claire, Marcel, Henri et le moine qui chantaient encore sous terre, parce qu'en vérité, certains silences ne sont pas des absences, ils sont des échos, des battements de cœur venus d'un autre temps que la mémoire refuse d'étouffer. Et quelque part, sous les collines de Normandie, la Rabenheul respire encore. Un mois plus tard, les images d'Étienne Marchand circulèrent sur Internet, captivant des milliers de spectateurs. On y voyait un labyrinthe souterrain s'étendant sur plus de 85 kilomètres, enfoui depuis 8 décennies sous la terre normande. Les historiens, d'abord sceptiques, confirmèrent rapidement son authenticité. Il s'agissait bien du complexe Rabenheul, un projet allemand de la dernière heure, conçu pour maintenir la logistique militaire après l'invasion alliée. Mais en observant les tunnels, un autre récit émergeait non pas celui de la puissance allemande, mais celui d'une résistance française silencieuse, gravée dans la pierre. Aujourd'hui, la plupart des entrées demeurent scellées, jugées trop instables pour être ouvertes au public. Seules quelques sections, sécurisées par des ingénieurs, sont accessibles à des chercheurs sous surveillance. Là, bas, le temps s'est arrêté. Les lampes suspendues sont figées dans la rouille. Les rails courent encore le long des parois, et des fûts d'essence portant l'inscription « Here 1943 » reposent dans la poussière. Dans un recoin, une bouteille de vin, datée de la même année, se tient intacte, comme si quelqu'un devait revenir la chercher. Le lieu tout entier ressemble à un musée muet, un sanctuaire consacré à une guerre menée à la fois sous la lumière et dans l'ombre. Par un matin brumeux, Étienne revient une dernière fois sur le site, la rosée couvre les herbes, et le vent s'engouffre doucement dans la colline. Devant l'entrée scellée du tunnel numéro 7, il installe sa caméra et commence à enregistrer. Sa voix, grave et calme, résonne dans le micro. On a longtemps dit que l'Allemagne contrôlait les routes, mais sous leurs pieds, une poignée de main française a changé le cours de l'histoire. Pas avec des chars, pas avec des fusils, mais avec du courage dans le noir. Il s'interrompt, baisse la tête, puis éteint la caméra. Le silence s'installe. Au loin, la rumeur d'une autoroute moderne monte le bourdonnement des voitures, les rires d'enfants en route vers l'école, la vie reprenant sa course au-dessus d'un passé invisible. Personne n'entend les échos qui dorment sous leurs pas. Pourtant, la terre, elle, n'oublie jamais. Elle garde mémoire des voix, des sacrifices, des rêves ensevelis, parce que, même quand tout semble effacé, la terre se souvient. Elle se souviendra toujours. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.